Bon, aujourd'hui, on s'attaque à un sujet assez particulier parce qu'on a l'habitude de voir des films qui sont refaits, mais c'est rare de voir des films qui sont refaits et qui soient complètement inutiles. Parce que oui, pour le coup, je pense que je ne vous apprends rien quand je vous dis que parfois, des remakes sont pas bons. C'est un fait, c'est avéré, je pense que vous en avez déjà tous vu un, mais vous vous êtes dit, ce remake ne sert à rien. Mais il est rare de voir un remake qui sonne comme profondément inutile. Et là, je parle vraiment d'inutile, c'est-à-dire que ça n'apporte rien, pas de contexte, pas de profondeur et pas de nouvelle ambivalence à l'œuvre originale, mais surtout, la plupart du temps, que ça ne sert à rien. Mais vraiment ne sert profondément à rien. On n'est même plus au stade de, il y en a certains qui vont apprécier, il y en a d'autres qui vont pas aimer. On est simplement au stade du, on regarde le film et à la fin on se demande pourquoi est-ce qu'on a fait ce long métrage. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de redonner vie à un film qui n'avait pas besoin d'avoir une nouvelle vie. Et c'est ça en fait qui m'intéresse ici, c'est de vous mettre en avant 5 remakes qui sont inutiles. Encore une fois, c'est à mes yeux. Il est possible que vous me sortiez que ces remakes, selon vous, c'est complètement avéré qu'ils ont une utilité, qui permettent de remettre à jour un mythe. Selon moi, ils ne servent à rien, que ce soit par le geste cinématographique, que ce soit par le geste scénaristique, ou que ce soit simplement par le contexte qui est offert à l'œuvre. Donc, on va explorer ça. Peut-être que vous allez me haïr après, peut-être que vous allez me dire « Non mais t'as pas honte, franchement, dans le genre, ça c'est un remake qui est vachement bien ». Et par exemple, il y en a d'autres qui vont me dire « Eh, t'as pas parlé de tel film ». Par exemple, je pense à un exemple tout bête, je pense à Solaris de Steven Soderbergh, qui est un remake donc du film de Tarkovsky. Pour certains, c'est le remake le plus inutile du monde parce qu'il n'apporte aucune profondeur. Personnellement, je considère que l'esthétique de Steven Soderbergh apporte autre chose au film de Tarkovsky, qui lui est un immense long métrage de 2h40 qui prend son temps pour mettre en place énormément de choses. Soderbergh, ce qui l'intéresse, c'est juste l'errance psychologique d'un spationaute dans une station spatiale. Donc à partir de là, c'est une démarche complètement différente. Bref, vous voyez un peu le contexte, plongeons tout de suite à bras-le-corps dans un paquet de films qui, franchement, ne vous serviront pas à grand-chose. Alors le premier dont je vais vous parler est un remake qui, lorsqu'il est sorti, a déconcerté pas mal de personnes. Parce que c'était peut-être l'un des premiers films dans ce genre-là. Même si avant on peut considérer que Cecil B2000 avait déjà un peu instauré cette optique avec ses 10 commandements, donc qui avait fait d'abord une première version dans les années 30, puis une seconde version dans les années 50, la seconde version dans les années 50 étant beaucoup plus connue que celle des années 30, mais c'était la première fois qu'un cinéaste décidait de prendre un classique, de se l'accaparer et de refaire exactement la même chose que le réalisateur, mais de manière moderne. Et lorsque Gus Van Sant nous a proposé Psychose, encore aujourd'hui, je me demande quel est l'intérêt, vraiment. Je vais pas vous faire l'affront de vous résumer l'histoire parce que c'est exactement la même que le film original. Il n'y a aucun changement parce que c'est un film très particulier. Ça fait partie de ces films qui sont un remake plan par plan du film original. Il n'y en a pas tant que ça. L'un des rares exemples que j'ai en tête et que j'ai envie de citer, c'est le Funny Games US de Michael Haneke. Et encore, le fait que Michael Haneke soit le réalisateur des deux films apporte un petit peu à tout ça. Pas beaucoup, mais un petit peu. Là, ici, Gus Van Sant n'apporte aucune profondeur au film d'Alfred Hitchcock, tout simplement parce qu'il essaie de coller à l'image près à tous les plans du film original, quitte à reprendre carrément les musiques du film original, quitte à reprendre vraiment les éclairages du film original, mais cette fois c'est mis en couleur, donc du coup ça perd complètement de sa profondeur, et de vouloir faire jouer aux acteurs de la même manière qu'on faisait jouer aux acteurs dans les années 60. C'est un film bizarre. Honnêtement, je pense que ceux qui l'ont vu ne me diront pas le contraire. C'est un film devant lequel on est coincé. On est bloqué, on se demande ce qui se passe, on se demande pourquoi c'est fait de cette manière-là, on se demande pourquoi les acteurs semblent autant en roue libre, on se demande pourquoi Gus Van Sant s'est empêtré dans ce long métrage. Enfin, honnêtement, c'est un de ces films devant lesquels je suis fasciné par la non-envie de vouloir apporter un peu plus à l'œuvre de la part d'un cinéaste qui, en plus, rappelons-le, Gus Van Sant, c'est un mec qui, après ce remake, arrivera quand même à choper une palme d'or avec Elephant. Et ensuite à proposer des longs métrages tout aussi intéressants. Bon, maintenant, il est un peu tombé en désuétude, mais quand même, ça, ce film, donc ce truc foiré,
ça a été l'ouverture de son heure de gloire. Et voilà, bon, sachant qu'elle avait un petit peu commencé avant avec Will Hunting, mais bon, c'était un peu différent. Mais vous voyez l'idée, c'est bizarre en fait. Et le remake, vraiment, moi je vous incite pas à le mater, parce que vraiment, vaut mieux remater 3-4 fois le film de Alfred Hitchcock, plutôt que de voir ça et de se dire « Ah ouais, non, mais il a voulu faire quelque chose, c'est moderne, etc. » Oui, c'est moderne, mais est-ce que ça porte de la profondeur au film? Non, c'est juste inutile. Le deuxième film est un film donc réalisé par le même auteur que son original. Et encore aujourd'hui, je me demande pourquoi est-ce qu'il s'est lancé dans cette aventure en sachant très bien qu'il allait refaire un film dans lequel il ne pourrait pas mettre quelque chose d'aussi fort que le film original. Parce que lorsque Francis Weber s'est dit que ça serait bien de refaire L'Emmerdeur, qui à la base était donc porté par Lino Ventura et Jacques Brel, qu'il a décidé de faire jouer donc par Richard Berry et Patrick Timsit à la place. Ouais. Alors l'histoire, pour faire très simple, c'est un tueur et un suicidaire qui sont dans un hôtel, ils sont dans la chambre l'un à côté de l'autre, et malgré eux, ils vont devoir faire des choses ensemble. Principe des films de Francis Weber, enfin, film de Francis Weber, ça a toujours été ça. Mettre un personnage qui n'a rien à faire avec un autre et voir ce que ça donne. Ça a donné des longs métrages qui sont devenus cultes dans les années 70 et un petit peu 80. Mais honnêtement, depuis les années 90, Francis Weber, je crois qu'à part quelques longs métrages parsemés à gauche et à droite, il a un peu fait des redites et encore et toujours la même chose. Ce qui est tout à son honneur parce que des fois ça donne des choses plutôt fun. Je dois avouer que La Doublure n'est pas le pire long métrage que j'ai vu dans le genre, mais ça reste pas extraordinaire. Mais alors là, L'Emmerdeur, pardon, mais c'est vraiment l'un des trucs les plus vains que j'ai vus depuis très longtemps. C'est-à-dire que le duo comique... En fait, tout réside dans le duo comique. Je veux dire, vous mettez Lino Ventura et Jacques Brel dans le même film. Lino Ventura et Jacques Brel. Rien que sur le papier, ça déboîte. Et ça sonne comme parfait. Vous mettez Richard Berry et Patrick Timsit, qui en plus, dans cette période-là, je crois que c'était 2006 la sortie du film, était complètement à la ramasse. Richard Berry s'était vraiment orienté vers la partie réalisation plutôt que la partie acteur. Et Patrick Timsit, bah, c'était Patrick Timsit, quoi. Il était complètement tombé en désuétude depuis plusieurs années et il n'a jamais réussi à remonter la pente. Il n'a jamais fait un film qui, depuis le début des années 2000, a été vraiment intéressant. C'est un peu triste, mais bon, faut reconnaître ce que c'est. Patrick Timsit, c'est un comique de scène. Ça n'est pas un comique de cinéma. Il a rarement réussi à rencontrer le succès au cinéma. Et vraiment, se dire que dans la tête de Weber, Ventura, Brel, Berry, Timsit, ça semblait cohérent. Je sais pas ce qui s'est passé. Pour moi, l'inutilité du film repose quasiment entièrement là-dessus. Parce que derrière, en termes de mise en scène, à part, entre guillemets, un peu moderniser son style de mise en scène et changer 2-3 traits d'écriture, Francis Weber ne change rien au film original. Il ne change pas l'essence du récit, il ne change pas le message qu'il doit y avoir auprès de tout ça. Le film sonne vraiment comme une espèce d'immense pédiluve dans lequel on tremperait nos pieds 2 secondes et on se dira ensuite « Ah ouais, bah c'est chaud. Ouais, mais je ne veux pas y rester 300 ans, donc allons dans la piscine. » C'est exactement ça, ce film. Je veux dire, c'est vraiment un instant où on se dit « Au début, ça peut être fun. » Puis rapidement, on se rend compte qu'en fait, le duo marche pas et que du coup, le film n'a pas vraiment d'intérêt. C'est triste à dire, mais de toute façon, Weber, ça fait maintenant de trop nombreuses années qu'il se foirait à l'époque et qu'il n'arrivait pas à offrir quelque chose de vraiment intéressant. Et c'est dommage pour lui, mais voilà. L'Emmerdeur, c'était vraiment inutile comme remake. Le troisième, lorsqu'il est sorti, alors j'étais un peu scandalisé à l'époque. Je me demandais quel serait vraiment l'intérêt d'un tel remake, parce que pour moi, le film original, c'était un de mes gros films cultes. Une œuvre devant laquelle j'étais vraiment fasciné, et un peu à la mode Brise de Nice d'ailleurs, pour ceux qui arriveront à capter la référence avant l'heure. Mais concrètement, lorsqu'Erikson Core a proposé de faire un remake de Point Break, je me suis demandé qu'est-ce qui lui était passé par la tête. Vraiment. Et j'ai eu ma réponse en voyant le film en salle. L'histoire, donc, c'est celle d'un agent du FBI qui va se retrouver à infiltrer un groupe de fans de sport extrême qui seraient potentiellement des braqueurs de banque. Vous voyez, c'est le scénario du film original. Seule petite nuance, ça n'est plus le surf. C'est le sport extrême. Et même si dans le film original de Catherine Bigelow, le sport extrême était déjà un petit peu mis en relief par le biais notamment de cette séquence de saut en parachute qui était quand même assez forte, c'était le surf, le centre.
Là, Erikson Core, il bousille le surf dans une espèce de séquence qui est bizarre, avec des histoires de typhon. Enfin, le film est risible et laid en plus. Le film est vraiment moche. Le film, en fait, ne valait le coup à l'époque que pour sa sortie en 3D. Et des espèces d'effets que le réalisateur avait voulu comme vraiment outranciers, qui t'a parfois sonné comme quasi vain en fait. Le but c'était vraiment d'en envoyer plein la gueule au spectateur, de le plonger dans les mondes des sports extrêmes. Et sur le papier ça pouvait sonner comme un peu intéressant parce que vu qu'ils avaient fait une grosse partie des cascades en vrai, ça pouvait avoir de la gueule. Mais est-ce que ça suffit à tenir un film? Parce que c'est ça le gros problème, c'est que quand je suis allé voir Point Break d'Erikson Core, je me suis dit, un peu comme Jackass 3D, le principe, c'est juste de jouer avec la 3D. Et derrière, je sais très bien qu'il ne va pas y avoir grand chose de plus à nous raconter. Et autant sur Jackass 3D, je peux laisser passer parce que je me dis qu'ils assument ce côté-là, il n'y a pas d'histoire, le but c'est juste d'envoyer des sketchs et de se taper une barre avec une caméra qui coûte très très cher et de potentiellement la péter. Donc honnêtement, moi je suis le premier à bouffer ça. Mais par contre, sur un long métrage de cinéma qui va avoir une histoire de cinéma, ne baser son récit que là-dessus, pour moi, c'est une grosse erreur. Et Erikson Core est complètement tombé là-dedans, à vouloir vraiment en faire que des tonnes. Et du coup, derrière, nous, on se retrouve à regarder ça. Et Dieu sait que derrière... Enfin, putain, j'attendais vraiment le côté Edgar Ramirez prend la place de Patrick Swayze. Je me suis demandé, est-ce que l'acteur va avoir du charisme? Oh, j'adore Edgar Ramirez, mais là, il a le charisme d'une moule. Il n'arrive pas du tout à porter le personnage. C'est d'une tristesse. À aucun moment il est charismatique, à aucun moment il est imposant. J'étais vraiment en train de me dire, mais bordel, réveille-toi. T'es un super acteur, t'es capable de jouer des rôles qui sont hyper impressionnants. T'as fait des films. Merde, ça m'a vraiment foutu les boules à cette époque-là. Parce que j'étais vraiment en train de me dire, après Carlos, Edgar Ramirez, il a fait ça. C'est-à-dire qu'après Carlos, d'Olivier Assayas, qui déboîtait vraiment où il portait tout le film, il s'est dit que c'était la meilleure chose de faire ça. Et ça me fait vraiment mal au cœur parce que je pense qu'il aurait pu être très bon. Mais tout ça fait que, à part pour regarder le film en 3D, Point Break de Erikson Core est inutile. Alors, le suivant. Est-ce que vous vous rappelez de cette magnifique époque au milieu des années 2000, quand Luc Besson avait réussi à trouver l'espèce de formule magique, comme dirait Mosinor, qui lui permettait de faire des films un peu à la chaîne, et qui a eu cette espèce de film techno-futuriste, Yamakasi, tectonique, se passant dans le futur, dans les banlieues. Eh ben, Luc Besson s'est dit que ça serait bien d'en produire un remake américain, ce qui a donné lieu à Brick Mansions de Camille Delamarre. Cocorico, en plus, c'est réalisé par un Français. Qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est un flic qui, en 2018, bon à l'époque c'était le futur, hein, rappelons-le, qui en 2018 va dans les banlieues pour choper une arme de destruction massive et la mettre hors d'état de nuire. Oh là là, j'ai honte rien que de balancer speech sans déconner. C'est si mauvais. Le film n'a rien pour lui. C'est triste à dire, mais Camille Delamarre, je pense profondément que c'est un des derniers que Luc Besson a vraiment forgé, entre guillemets, et entraîné dans sa firme avant que ça commence un petit peu à tomber en catastrophe. C'était, on va dire, avec Olivier Mégaton, les deux derniers metteurs en scène qui restaient à Luc Besson pour faire vraiment des yes man un peu à sa solde. Et Camille Delamarre, c'est un mec qui a toujours galéré finalement à faire ses films. Et c'est assez triste à dire, mais la grande majorité du temps, les longs-métrages de Camille Delamarre sont assez vains. Et je pense par exemple au Transporteur, l'héritage, qui vraiment pour le coup est assez bancal et maladroit. Et je trouve ça dommage parce que je pense profondément que Camille Delamarre, et vu que je suis sur Facebook, je vois quand même un petit peu sur quoi il bosse, je pense profondément que Camille Delamarre, c'est un cinéaste qui a envie de faire ses preuves et qui a envie de montrer que c'est un metteur en scène qui a plein de choses à faire. Et notamment sur le monde du court, il arrive à faire des choses très intéressantes. Mais alors sur Brick Mansions, il est complètement paumé. Il ne sait pas comment monter son film, il ne sait pas comment raccorder les scènes d'action. Il a un Paul Walker qui, à l'époque, si je ne me plante pas, venait de mourir. Donc c'était un film qui sortait juste après sa mort, qui sonnait vraiment comme... c'était triste en fait de se dire que c'était peut-être l'un des derniers films dans lesquels il y avait Paul Walker. Et de se dire qu'il est mort et qu'il laisse ça derrière lui, ça faisait un peu mal au cœur. Parce que le long métrage est vraiment pas bon. Il est pas dynamique, il est mal rythmé, les séquences d'action sont maladroites, bancales, l'action ne fonctionne pas, l'histoire
putain, autant dans le film original, ça sonnait comme un peu décalé et fun, et encore, c'était vraiment à la limite du fun. Mais alors là, vraiment, sur celui-là, c'est... Ouais, en fait, il y a tellement peu de choses à dire sur Brick Mansions, parce que le remake en soi n'avait pas lieu d'être. Parce que déjà que Banlieue 13, c'est un poil too much, mais alors refaire un remake américain de Banlieue 13, bah voilà, c'est comme faire un remake d'Amélie Poulain. Ça serait inutile. Si un jour, cette vidéo est encore là et qu'il y a un remake d'Amélie Poulain, je pense que cette vidéo explosera d'elle-même comme Mission Impossible. Hein. C'est pas possible. Alors le dernier, on va passer très vite parce que pour le coup, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. C'est un film que j'ai vu au cinéma et qui m'a estomaqué lorsqu'il est sorti au cinéma. Parce que il est sorti à la va-vite, parce qu'il fallait absolument que le film sorte pour surfer un petit peu sur la vague des films en 3D. Et en plus, il a eu une 3D qui a été faite en post-prod. Donc une 3D pas forcément très belle. Mais c'est surtout qu'en fait, sur le papier, ce film avait tout pour sonner comme un espèce de nanar surdimensionné. Et il faut avouer que Le Choc des Titans de Louis Leterrier est un nanar surdimensionné. Et voilà. Alors l'histoire elle est très simple, c'est celle de Persée, qui va vouloir venger sa famille et qui va vouloir essayer d'aller tuer Hadès. Mais d'abord, il faut qu'il sauve un village en essayant de retrouver quelque chose qui permettrait de le sauver de l'arrivée du Kraken. Alors, la mythologie est quelque chose de très bien, et parfois ça a donné lieu à des films très intéressants. Parfois ça a donné lieu à d'autres films moins intéressants, hein, soyons sincères. Par exemple, moi j'aime bien Les Immortels, qui est un bon film, inspiré en grande partie d'une certaine mythologie, et qui arrive plutôt bien à amener tout ça de manière assez intéressante. Mais alors, Le Choc des Titans par Louis Leterrier est un film déjà très moche, très moche, qui, lorsqu'on le voit en plus en 3D, nous donne envie de nous arracher les yeux et de les manger délicatement, parce que honnêtement, lorsque l'on voit Sam Worthington 2 fois à l'écran parce qu'ils n'ont pas réussi à superposer de quelques 3D, c'est clairement qu'il y a un souci. Et je me rappelle qu'avec la personne avec qui j'ai vu le film, on s'est regardé, on s'est demandé si on avait bien vu la même chose, et on a compris qu'on avait vu la même chose. Mais alors, soyons sincères, Le Choc des Titans, au-delà de ça, est un film qui sonne comme l'espèce d'archétype de l'objet hollywoodien qui n'a pas vraiment de sens, qui cherche à se justifier en étant un petit divertissement un peu bis et un peu décalé, mais qui au fond sonne juste comme une œuvre qui enchaîne les scènes clichés, enchaîne les personnages qui n'ont pas vraiment de sens, s'amuse à jouer avec des acteurs qui pourraient avoir du charisme dans les rôles des méchants, mais qui honnêtement sonnent vraiment comme des jouets, par un réalisateur qui en plus ne sait pas quoi leur faire jouer, donc du coup c'est un peu bizarre. Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire sur celui-là. Pour moi, il est vraiment inutile dans le sens où, en plus, c'est un remake d'un très vieux film, d'un film des années 50, qui pour le coup, lui à son époque, avait quand même un certain charisme parce que c'était un film qui était tourné avec des maquettes en stop motion et ça pétait la classe. Vraiment, quand je dis ça pétait la classe, ça pétait vraiment la classe. Ça faisait partie de ces films de l'époque comme Jason et les Argonautes où il y avait vraiment des effets spéciaux qui marquaient le spectateur et où on se disait « Waouh, quand même, ça a de la gueule !» Enfin, moi, je pense toujours à cette séquence de Jason et les Argonautes où il y a... C'est Poséidon, si je me plante pas, qui sort de l'eau et qui va écarter 2 montagnes pour pouvoir laisser passer le bateau de Jason. Enfin, cette séquence-là, elle était extraordinaire à l'époque, et même encore aujourd'hui, vous la regardez, même avec le recul, vous vous dites qu'elle a quand même vraiment de la gueule, et qu'elle est vraiment bien tournée. Et ouais, dans Le Choc des Titans, là, vu que tout est en 3D, ou vu que tout est en numérique, ben, ça sonne comme risible et comme chiant. Donc, au-delà d'être inutile, c'est juste chiant, Le Choc des Titans de Louis Leterrier. Bon ben voilà, on a fait le tour de quelques remakes qui n'ont pas vraiment de sens, qui n'ont pas vraiment d'intérêt, qui sont assez inutiles. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous en comptez aussi des remakes de ce genre-là. Je suis sûr que vous allez m'en trouver. Hein. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais en un sens, on pourrait considérer que le premier Fast and Furious est un remake assez inutile de Point Break, mais c'est bien dissimulé, on va dire, dans une certaine mesure, donc ça passe. Mais n'hésitez pas à m'en mettre aussi, parce que je pense que vous en avez beaucoup sous le chapeau, et ça ne m'étonnerait pas que vous en ayez des meilleurs peut-être que ces films-là à me balancer. Et d'ici là, je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois à la fin de ces vidéos. Regardez des films parce que c'est bien de regarder des films, même si des fois on regrette un peu à la fin du visionnage. Et on se retrouvera ici pour parler de films et de cinéma, bien évidemment. A plus! Bon et sur ce, je croise vraiment les doigts pour cette histoire d'Amélie Poulain parce que vu comment le cinéma français est parfois vicieux, ça serait pas étonnant qu'on ait droit à ça un jour. Et là, je pense que Jean-Pierre Jeunet aura mal au cœur!